Bonjour tout le monde, je m'appelle Zoé Lackner, je suis doctorante en 4e année de thèse de psychologie au LIPC2S à l'Université Savoie-Mont-Blanc et je réalise actuellement un contrat d'inter à mi-temps au LARAC, donc à l'Université Grenoble-Alpes. Je suis ici pour vous présenter les études actuelles sur les éco-émotions, c'est-à-dire les émotions en lien avec la crise écologique. Et plus précisément, je vais vous parler d'une des études de ma thèse que j'ai réalisée et qui portait sur le lien entre éco-émotion, action et santé mentale. Donc déjà, peut-être que ça va intéresser Isabelle sur justement ce lien entre émotion et action. Alors, justement, avant de commencer, j'ai une petite question à poser à la salle. Est-ce que vous pensez que les comportements qu'on va mettre en place pour faire face à la crise écologique, ils auraient plutôt un effet bénéfique ou délétère pour la santé mentale? Donc, qui pense que, en somme, de façon générale, l'effet serait plutôt positif? Ok. Et qui pense que l'effet des comportements serait plutôt délétère sur la santé mentale? Ok, merci pour vos réponses. Je vous proposerai des pistes de réflexion juste après avec l'étude que j'ai réalisée. Et donc là, sans tarder, je vais commencer à vous donner une petite introduction sur ce que sont donc les éco-émotions. Alors, comme je viens de le dire, les éco-émotions, ce sont les émotions qu'on ressent face à la crise écologique. Dans la littérature, on entend parler de plein d'éco-émotions différentes. Donc, c'est très probable que vous ayez entendu parler du terme d'éco-anxiété. C'est le terme dont on entend le plus souvent parler dans les médias, qui fait référence à l'anxiété ressentie face à la crise écologique. Mais il y a aussi tout un tas d'autres éco-émotions, comme l'anxiété climatique, qui est là, ici, l'anxiété ressentie spécifiquement face au changement climatique, alors que l'éco-anxiété serait plus large parce que ça ferait référence à la crise écologique en général. Et il y a aussi d'autres concepts comme l'ecological grief ou la solastalgie, qui sont deux éco-émotions assez proches parce que ce serait la détresse qu'on ressent lorsqu'on anticipe, qu'on perçoit la dégradation de l'environnement. Donc, ici, la solastalgie est un peu plus précise que... elle est spécifique à la dégradation de son lieu de vie, et donc elle serait spécifique à la dégradation de ce que les anglophones appellent home, alors que l'ecological grief, ce serait beaucoup plus général, puisque ça pourrait faire référence à la détresse qu'on ressent face à la dégradation d'environnements lointains. Genre par exemple le fait de savoir que l'Himalaya est en train qu'il y a de la fonte des glaces en Himalaya par exemple. Ouais. Alors, donc il y a ces différentes éco-émotions qui sont des termes un peu complexes, mais il y a aussi plein d'autres éco-émotions comme par exemple l'éco-culpabilité, l'éco-colère, l'éco-tristesse, etc. Et donc il faut référence à des éco-émotions aussi. Mais aussi, dans les termes qu'on retrouve souvent en lien avec les éco-émotions, il y a celui de l'éco-paralysie, qui fait référence au fait de se sentir paralysé face à la crise écologique. Et donc, si je vous parle de ce terme d'éco-paralysie aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il fait écho à une des questions assez centrales que se posent les chercheurs sur les éco-émotions, qui est: est-ce que les éco-émotions sont plutôt associées à des réponses adaptées pour faire face à la crise écologique ou plutôt à des réponses inadaptées, comme le serait donc l'éco-paralysie? Alors, parmi les différentes réponses adaptées face à la crise écologique, il y a le fait d'adopter des comportements pro-environnementaux, qui sont donc le fait de chercher à réduire la crise écologique en prenant moins l'avion, en mangeant moins de viande, etc. Et ce qu'on observe dans la littérature sur les éco-émotions, c'est que, en général, plus quelqu'un ressent des éco-émotions intenses, plus il va adopter des comportements pro-environnementaux, que ce soit des comportements individuels, ici, donc qui visent à réduire plutôt sa propre empreinte écologique, ou des comportements collectifs qui visent ici à réduire l'empreinte écologique de la société dans laquelle on vit. Donc par exemple, le fait de ne plus manger de viande, c'est un comportement considéré comme individuel, alors que le fait de boycotter certaines entreprises pour les pousser à adopter à être plus vertueuses envers l'environnement, ce serait plus un comportement collectif, tout comme le fait de faire du militantisme climatique. Donc, ici, on voit que les éco-émotions peuvent être associées à des réponses adaptées.
De l'autre côté, par contre, on voit que plus quelqu'un va se préoccuper de la crise écologique, plus il va être en mesure de développer des perturbations cognitives et affectives, comme par exemple des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, des cauchemars, le fait de pleurer par exemple, du simple fait des préoccupations envers la crise écologique. Et si ces perturbations occurrent de manière fréquente, elles vont alors être susceptibles d'impacter l'individu dans son fonctionnement quotidien, en le perturbant dans sa vie sociale ou dans sa vie professionnelle par exemple. Et donc là, les éco-émotions pourraient être associées à des réponses inadaptées parce qu'elles représenteraient un problème dans la vie quotidienne des individus. En tout cas, elles représenteraient un frein à son fonctionnement. Bien sûr, juste pour noter ici, ça ne veut pas forcément dire que les éco-émotions sont pathologiques, mais en tout cas, on voit qu'elles peuvent représenter une source de souffrance importante. Alors, donc, dans le cadre de ma thèse, on s'est intéressé au lien entre les éco-émotions, les réponses adaptées et les réponses inadaptées, en se basant sur 2 champs de recherche, la psychologie des émotions et la psychopathologie. Donc le but, c'était de se baser sur ces 2 champs de recherche fondamentales pour mieux comprendre pourquoi est-ce que les éco-émotions seraient liées à l'adoption de comportements pro-environnementaux et à une santé mentale altérée. Alors, concernant la psychologie des émotions, la plupart des théories actuelles en psychologie sur les émotions postulent que le fait de ressentir une émotion va découler d'un mécanisme de préparation à l'action qui se manifeste par des changements motivationnels et des changements physiologiques, et que ce mécanisme a pour but d'efficacement préparer l'organisme à réagir à un stimulus qu'on perçoit comme représentant un enjeu. Donc, quand on perçoit que la crise écologique représente un enjeu pour la satisfaction de certains buts, ceci éliciterait un mécanisme de préparation à l'action qui va d'un côté susciter des éco-émotions et de l'autre des réponses motrices, comme par exemple des changements d'expression faciale, des changements posturaux, ou bien des comportements plus élaborés comme le fait de fuir une situation. Et en fait, ces réponses motrices vont être donc influencées par ce mécanisme de préparation à l'action, à moins que l'individu n'engage un mécanisme de régulation émotionnelle qui va inhiber ces réponses motrices, par exemple pour des questions de désirabilité sociale. Par exemple, le fait de fuir une pièce parce qu'on a le trac, c'est pas très désirable socialement, donc on va inhiber ce type de réponse, même si on aurait très envie de le faire. Donc, alors là je parlais pas de moi, mais ok. Alors, donc ici on peut déjà voir pourquoi est-ce que les éco-émotions seraient associées à l'adoption de comportements pro-environnementaux, étant donné que ces 2 variables-là pourraient résulter d'un mécanisme de préparation à l'action. Ensuite, concernant les études en psychopathologie, on voit par contre que l'adoption de certains comportements sont susceptibles d'altérer la santé mentale des individus. Dans le cadre des troubles anxieux ou des troubles associés comme les syndromes de stress post-traumatique ou les troubles obsessionnels compulsifs, on voit que lorsque des individus perçoivent un stimulus comme représentant une menace, ils vont mettre en place des comportements d'évitement pour éviter de s'exposer à ce stimulus, sauf que ces comportements d'évitement auraient alors un impact sur la santé mentale parce qu'ils maintiendraient une peur démesurée envers ces stimulus et parce qu'ils représenteraient un frein à la satisfaction de certains buts. Alors, petit exemple, si quelqu'un a un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif en lien avec l'hygiène, il va donc percevoir les bactéries et les microbes comme étant une menace et ce de façon démesurée. Il va donc être motivé à éviter de s'exposer aux bactéries et aux microbes et donc mettre en place beaucoup de comportements dans son quotidien qui permettent de s'exposer à ces stimuli, comme le fait de se laver énormément de fois les mains par jour, de changer des vêtements très fréquemment, d'éviter certains espaces comme les métros par exemple, de faire énormément de ménage, etc. Sauf que ces comportements-là
vont maintenir dans le temps une peur démesurée envers les bactéries et les microbes, mais en plus, cela empêcherait les individus de pouvoir... cela va prendre tellement de temps dans la vie quotidienne de la personne que cela les empêcherait d'investir un temps suffisant dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, et donc ça représenterait un frein pour leur bien-être parce que ça les empêcherait de s'épanouir dans des activités qui sont importantes pour eux. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok, donc l'idée c'est que les comportements qu'on peut mettre en place face à une situation peuvent impacter notre santé mentale de cette manière-là. Alors bien sûr ici, étant donné que la crise écologique est une menace réelle, l'idée, ce serait que les comportements qu'on met en place pour éviter la crise écologique ne vont pas maintenir une peur démesurée envers la crise écologique, mais par contre, qu'ils pourraient représenter un frein à la satisfaction de certains buts. Donc, c'est pourquoi, ici, on a testé dans le cadre de ma thèse l'hypothèse selon laquelle l'adoption de comportements pro-environnementaux allait contribuer à l'impact des éco-émotions sur la santé mentale. Et plus précisément, on émettait l'hypothèse suivante, c'est-à-dire que les comportements pro-environnementaux, on faisait l'hypothèse qu'ils allaient résulter d'un mécanisme de préparation à l'action dû au fait de percevoir la crise écologique comme un enjeu pour la satisfaction de certains buts. Ce mécanisme de préparation à l'action, il allait aussi être responsable de l'expérience d'éco-émotion. Et l'idée, c'est que dans la mesure où les comportements pro-environnementaux seraient un frein à la satisfaction de certains buts, ils pourraient alors altérer la santé mentale des individus. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de comparer l'effet des comportements pro-environnementaux sur la santé mentale à celui d'un autre comportement qui est le fait d'éviter des informations en lien avec la crise écologique. L'idée, c'est que cette stratégie, le fait d'éviter de réfléchir au changement climatique, était peut-être une stratégie plutôt efficace pour maintenir une humeur positive malgré la crise écologique, alors que l'adoption de comportements pro-environnementaux pouvait, dans certains cas, impacter la santé mentale des individus. Alors, donc, on a réalisé plusieurs études dans le cadre de cette problématique, mais ici je vais vous parler que d'une des études que j'ai réalisées et qui porte sur le lien entre les préoccupations qu'on a face au changement climatique, les comportements qu'on va mettre en place et la santé mentale. Donc, dans cette étude, on a fait passer plusieurs questionnaires en ligne et dans un sens, dans un ordre aléatoire d'ailleurs, mais ici, la première échelle dont je vais vous parler, c'est celle des préoccupations en lien avec le changement climatique. Donc, ici, on a fait passer seulement un item pour cette question-là, mais peut-être qu'il aurait fallu poser plus d'items, je ne sais pas, à voir après. Et ensuite, on a mesuré à quel point est-ce que les préoccupations en lien avec le changement climatique pouvaient être liées à la santé mentale des individus, par le biais d'une échelle déjà existante, celle de l'anxiété climatique sévère. Parce que cette échelle, ce qu'elle mesure, c'est justement à quel point est-ce que les individus, lorsqu'ils se préoccupent du changement climatique, ils vont être susceptibles d'avoir des perturbations cognitives, affectives et fonctionnelles. Celles dont j'ai parlé tout à l'heure avec le fait d'avoir des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, etc. Donc, plus quelqu'un a une forte anxiété climatique, d'après cette échelle, plus il va avoir une santé mentale altérée du fait de ses préoccupations en lien avec le changement climatique. Après, du coup, on étudiait le lien entre ces deux variables, mais ce qui nous intéressait surtout, c'était de voir le rôle des comportements pro-environnementaux dans cette relation. Ici, on a mesuré à la fois l'adoption de comportements pro-environnementaux individuels et collectifs. Donc, pour rappel, les comportements individuels, c'était le fait de chercher à réduire sa propre empreinte écologique par le biais d'éco-gestes, comme le fait de trier ses déchets, de manger moins de viande, etc. Alors que les comportements collectifs, ça allait être de boycotter certaines entreprises, de faire du militantisme, etc. L'idée, c'est donc que plus quelqu'un allait être préoccupé envers le changement climatique, plus il allait adopter de comportements pro-environnementaux. On s'est aussi intéressé au lien entre préoccupation envers le changement climatique et évitement du changement climatique, par le biais d'une échelle déjà existante. Et l'idée, c'est que plus quelqu'un évitait de réfléchir au changement climatique, plus cette personne allait aussi être préoccupée envers le changement climatique.
Donc là, c'était notre hypothèse. Et enfin, on faisait l'hypothèse que l'anxiété climatique sévère allait être prédite par ces deux variables, mais de manière différente, dans le sens où plus quelqu'un allait adopter de comportements pro-environnementaux, plus cette personne allait être à risque d'avoir une anxiété climatique sévère, tandis que justement, plus quelqu'un allait éviter de réfléchir au changement climatique, moins elle allait avoir une forte anxiété climatique. Ok ? Bon. Et donc, au niveau des résultats qu'on a observés, on a déjà testé notre première hypothèse et donc observé une relation entre les préoccupations liées au changement climatique et l'anxiété climatique sévère qui allait dans le sens de ce qu'on avait prédit. J'espère que vous voyez bien au fond de la salle, mais donc là, en ordonnée, on a l'anxiété climatique sévère et en abscisse, on a le niveau de préoccupation envers le changement climatique. Donc, comme prédit, plus quelqu'un se préoccupe du changement climatique, plus il va être à risque de développer une anxiété climatique sévère. Ce résultat n'était pas très surprenant, mais par contre, ce qui nous intéressait le plus, c'était donc nos autres hypothèses que je vais vous présenter tout de suite. Alors, concernant la deuxième hypothèse, on avait, comme prédit, une relation positive entre le niveau de préoccupation envers le changement climatique et l'adoption de comportements pro-environnementaux, que ce soit des comportements individuels ou collectifs. Ici, on voit la taille d'effet pour les comportements individuels est un peu plus grande que pour les comportements collectifs, mais c'est quand même des tailles d'effet assez conséquentes parce que, en gros, 36% de la variabilité liée aux comportements pro-environnementaux individuels était expliquée par le niveau de préoccupation en lien avec le changement climatique, dans notre modèle statistique en tout cas. Alors, donc pour l'hypothèse 2, la première hypothèse 2, on a des résultats qui sont plutôt conformes avec ce qu'on avait prédit. Par contre, on n'a pas observé de lien entre le niveau de préoccupation en lien avec le changement climatique et l'évitement du changement climatique, tel qu'on peut le voir sur ce graphique-là. Après, au final, ce résultat est peut-être pas si surprenant si on y réfléchit un minimum, dans le sens où peut-être que la stratégie d'éviter de réfléchir au changement climatique peut être justement utilisée par tout le monde, que ce soit des personnes qui se préoccupent déjà du changement climatique ou que ce soit des personnes qui ne veulent justement pas s'en préoccuper. Donc, c'est pas si surprenant qu'on ait ce résultat au final. Après, concernant le lien entre comportements pro-environnementaux et anxiété climatique sévère, on observe bien une relation entre ces variables, mais que pour les comportements collectifs. Je mets en rouge à chaque fois les résultats qui ne sont pas significatifs. Et donc ici, on voit une relation au niveau descriptif, mais elle n'est pas du tout, elle n'est pas significative. Donc on ne peut pas avoir de lien, en tout cas, entre les comportements individuels et l'anxiété climatique sévère. Cependant, plus les individus allaient adopter de comportements pro-environnementaux collectifs, plus ils allaient être à risque d'avoir des perturbations cognitives, affectives et fonctionnelles en raison de leur préoccupation envers le changement climatique. Et enfin, le dernier résultat de cette étude dont je vais parler aujourd'hui, c'est la relation entre l'évitement du changement climatique et l'anxiété climatique sévère. Ici, contrairement à ce qu'on avait prédit, plus quelqu'un évitait de réfléchir sur le changement climatique, plus il allait être à risque d'avoir des perturbations cognitives, affectives et fonctionnelles. Plus il allait avoir une forte anxiété climatique. Et donc, ce résultat, il est contraire à ce qu'on s'attendait. Par contre, il fait au final écho à la littérature en psychopathologie sur justement les stratégies de suppression de pensée et l'impact que ça va avoir sur les troubles anxieux. En fait, vous êtes peut-être familier avec les études qu'on appelle l'effet White Bear ou le Simon Effect. C'est que si on demande à des participants de ne pas penser à un ours blanc, eh ben, ils vont avoir encore plus de pensées sur l'ours blanc. Et donc, en psychopathologie, on observe que les personnes qui évitent de réfléchir, qui évitent de penser à un stimulus qu'ils perçoivent comme menaçant, vont avoir d'autant plus de pensées sur ce stimulus. Et donc, cette stratégie-là va être contre-productive parce qu'elle va justement contribuer à leur diagnostic de troubles anxieux. Donc, voilà pour ces résultats.
Ce qu'on peut en dire ici, c'est qu'il y a bien un lien entre les préoccupations envers le changement climatique, les comportements pro-environnementaux et l'anxiété climatique sévère, même si ce lien n'est observé que pour les comportements collectifs. Alors, si on observe un lien que pour les comportements collectifs et pas pour les comportements individuels, c'est peut-être parce que de la manière dont ils étaient mesurés dans l'étude que je vous ai présentée aujourd'hui, les comportements collectifs étaient beaucoup plus engageants en temps et en effort que les comportements individuels qui étaient au final assez simples à mettre en place au quotidien. Donc c'est possible que justement les comportements collectifs représentent davantage un frein à la satisfaction de certains buts. Si par exemple on a quelqu'un qui est militant et qui investit énormément de temps à faire du militantisme climatique, c'est du temps qu'il pourra moins investir dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, etc. Et donc, c'est peut-être pour cette raison qu'il serait plus à risque de développer des perturbations cognitives, affectives et fonctionnelles. Une autre possibilité aussi, c'est que les comportements pro-environnementaux collectifs seraient peut-être plus sensibles, plus susceptibles d'être une source de frustration que ne le sont les comportements individuels. Je vais m'expliquer tout de suite. En fait, quand les comportements individuels ont pour but de réduire sa propre empreinte écologique, alors que les comportements collectifs ont pour but de réduire l'empreinte écologique de notre société. C'est beaucoup plus compliqué de chercher à jouer sur la société dans laquelle on vit que sur soi-même. Et donc probablement que les efforts qu'on a investis à jouer sur la société sont davantage source d'échec et donc de frustration que le fait de vouloir agir sur sa propre empreinte écologique. Même si ce n'est pas forcément facile de limiter son empreinte écologique, ça reste quand même peut-être plus facile que de réduire l'empreinte écologique de la société. Voilà pour ça. Après, bien sûr, d'autres études devront être réalisées pour vraiment comprendre le lien entre ces différentes variables, vu que les résultats actuels sont purement corrélationnels. Mais en tout cas, c'est déjà des résultats assez intéressants, je trouve. Alors, pour finir, j'ai encore un peu de temps. Donc pour finir, je voulais aussi vous parler de quelques limites actuelles que j'identifie dans l'étude sur le lien entre les éco-émotions et les comportements pro-environnementaux. Des limites qui s'appliquent à la recherche que je viens de vous présenter, mais aussi aux recherches sur les éco-émotions en général. Donc déjà, actuellement, il y a pas mal de difficultés dans la recherche à trouver des mesures valides des comportements pro-environnementaux. En fait, on observe que le lien entre les comportements pro-environnementaux et l'empreinte écologique réelle des individus est au final pas très élevé. Si on mesure l'empreinte écologique des individus, en vrai, ce que je veux dire ici, c'est que cette empreinte écologique va être peu corrélée à leurs comportements pro-environnementaux rapportés, alors que ces comportements pro-environnementaux vont être très fortement corrélés aux attitudes des individus. Donc on se sent écolo, mais on ne l'est pas forcément. Donc ça, c'est un peu une des limites actuelles sur les études sur le lien entre éco-émotion et action, parce qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à mesurer à quel point quelqu'un va efficacement agir, limiter la crise écologique. Voilà, donc ça, c'est dans les choses sur lesquelles progresser par la suite. Ah oui, sachant que ce que je voulais dire ici, c'est que l'empreinte écologique réelle, aujourd'hui, on identifie qu'elle est quand même assez fortement corrélée au statut socio-économique. Donc, c'est dans les limites actuelles. On joue sur les éco-émotions, on s'intéresse au lien entre éco-émotions et comportements pro-environnementaux, mais en fait, les gens, ce qui va déterminer à quel point est-ce qu'ils polluent, c'est surtout à quel point est-ce qu'ils ont de l'argent. Bon, donc question à réfléchir. Après, dans les autres points que je voulais aborder, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a peut-être une focalisation trop importante sur les émotions et leur rôle avec le comportement, leur rôle sur le comportement, et donc occulter toutes les autres variables qui peuvent jouer dans la prise de décision. Par exemple, les normes sociales, les valeurs des individus, leurs connaissances. Parce que ne pas prendre la voiture pour aller au travail, ça implique déjà de savoir à quel point est-ce que prendre la voiture pollue, par exemple. Ou
pareil, là c'est peut-être plus évident pour la voiture, mais pour d'autres comportements comme l'alimentation, c'est difficile de savoir parfois quelle est la meilleure alimentation. En tout cas, on n'a pas tous le même niveau de connaissance sur ces questions. En plus, il y a aussi des freins structurels à l'adoption de certains comportements. Le fait que, par exemple, en France, c'est difficile dans certains restaurants de manger végétarien, du coup, c'est un peu un frein à l'adoption de comportements pro-environnementaux. Donc, ici, une des pistes de recherche que j'ai actuellement, c'est de tester un modèle qui est développé en cognition sociale et qui permet justement d'intégrer ces différentes variables psychologiques pour expliquer ce qui va déterminer le comportement. Je ne vais pas vous présenter ce modèle, même s'il est passionnant, par manque de temps, parce qu'il me faudrait peut-être 30 minutes pour que ce soit clair. Mais donc, en tout cas, c'est dans mes pistes actuelles de recherche. Ensuite, ce que je voulais discuter aussi, c'est que aujourd'hui, on se focalise énormément sur les individus et en leur mettant la pression pour qu'ils adoptent des comportements pro-environnementaux. Mais ces changements-là, même s'ils sont nécessaires, doivent aussi s'accompagner de changements au niveau structurel, que ce soit au niveau des entreprises et des gouvernements. Parce que sinon, ça risque de stigmatiser les personnes et de les marginaliser, les personnes qui justement souhaitent le plus réduire la crise écologique. Et donc, il faut que les efforts se fassent à tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on met plus la pression sur les individus que sur le reste de la société. Et justement, c'est peut-être aussi le fait que les changements de comportement ne sont pas encore suffisamment généraux, mais ne sont pas observés par une proportion suffisamment importante de la population, ni par les gouvernements et multinationales, que c'est pour ces raisons-là justement que les individus qui mettent en place des comportements pro-environnementaux peuvent se retrouver à avoir une santé mentale altérée, parce que du coup leurs efforts pour limiter la crise écologique se retrouvent vains. Et enfin, une ouverture que je voulais faire aussi, c'est que actuellement, les différentes interventions qui visent à accompagner les personnes qui ressentent des éco-émotions très intenses et qui vont du coup avoir des perturbations cognitives, affectives et fonctionnelles, eh bien ces différentes interventions, elles vont être très fortement centrées sur les individus et notamment les encourager à adopter des comportements pro-environnementaux. Et donc justement, avant d'encourager les individus à adopter plus de comportements pro-environnementaux en leur disant que ça va les aider à gérer leur éco-anxiété, il faut peut-être déjà mieux comprendre ces relations entre éco-émotion, action et comportement. Et voilà, si vous voulez en apprendre davantage, je soutiens ma thèse le 11 septembre et vous êtes les bienvenus. Et je remercie mes encadrants de thèse, Arnaud Carré et Aurélien Graton. Voilà, merci.